Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour ce qui va être la dernière vidéo de l'année 2023. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, je vais vous présenter mes cadeaux que j'ai aussi bien à mon anniversaire qu'à Noël. Alors le but c'est pas faire l'étalage de ce que j'ai reçu, parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui n'ont rien reçu, ou qui ont encore reçu moins que moi, donc je le sais. D'autres qui ont reçu bien plus. C'est juste que là, vu que ça fait longtemps, par exemple, ça fait des années que j'ai pas fait les cures de dégel, mais parce que ça c'est un autre débat. C'est juste pour présenter ce que moi j'ai reçu et peut-être vous donner des idées de lecture ou des idées peut-être de cadeaux pour vous plus tard en fonction de vos proches. Bah, il n'y a rien de ouf. Là c'est actuellement surtout des cadeaux de mes parents ou de mon frère. Je m'en suis fait un moi-même aussi. Alors pourquoi avoir mis Noël et anniversaire en même temps? C'est que vous allez voir, c'est que comme je disais, tout réuni ensemble, ça va être déjà pas mal. Et en fait, c'est que je suis née le 20 décembre. Donc il y a peu d'écart entre mon anniversaire et Noël. À savoir 5 jours. Et donc évidemment, il y a plein de fois que je vais pas recevoir d'autres trucs entre temps. Je sais seulement que ma grand-mère paternelle va m'offrir des sous, mais je la vois pas avant, enfin voilà, les prochaines avant 2024. Donc voilà, j'aurai rien de plus à vous présenter. Et comme je vous dis, tout réuni, ça fait. Enfin, moi, ce que je sais, mais pas ouf, c'est que pas énormément de choses. Mais en tout cas, on va partir assez rapidement. Alors, faut savoir une chose, c'est que j'ai jamais fait ce genre de vidéo là avant, donc je sais pas si c'est. Je vais pas vous dire que ça va bider ou non. Ça clairement, de toute façon, c'est pas le sujet de la vidéo non plus. J'en ferai peut-être pas d'autres les années suivantes, voilà, parce que rien de blague ou non plus. C'est juste que, en fait, pourquoi j'en fais une cette année? J'ai eu 30 ans, je me suis dit, bah, on marque une nouvelle décennie potentielle avec vous. Mais en tout cas, on va y aller sûrement, doucement mais sûrement. Comme vous avez pu le voir, on va commencer par mon anniversaire et je me suis fait un cadeau de moi à moi pour mes 30 ans. Et là, vous le voyez dans ce cadeau. C'est ceci. Alors, pour le prix que c'est, je me suis bien fait plaisir. Il s'agit d'un sac de la marque Kabaya. J'ai vu souvent leur pub sur les réseaux sociaux et notamment Instagram. Et j'avais une collègue qui avait pareil, un sac de cette marque et elle était très satisfaite parce qu'elle dit pour ce que c'est, enfin pour la quantité qu'elle met dedans, enfin pour ce qu'elle met dedans, c'est pile le top. Moi c'est une taille M. Il y a là, il y a le S, le M et le L en termes de sac à dos. Je sais qu'ils font aussi des sacs de voyage, des petits sortes de petits sacs à main. Mais moi pour mon boulot, je mettrai dans le petit il à la vidéo où je vous parle de mon organisation, de la vie de tous les jours, en tout cas ce que je mets dans mon sac à dos. Et j'aurais vous dire, là pour le travail, vous voyez, il est assez large. Il est également ça au niveau des hanches du haut, ce qui est vraiment pratique quand vous emmenez des choses en plus chez vous. Et l'ouverture, c'est une ouverture très grand angle, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, il est hyper top, il est assez profond. La preuve, j'avais mis une pochette dedans. Le sac à dos que j'avais avant, que je vous ai présenté, la pochette, elle arrivait pile au niveau des fermetures éclairs. Ce qui n'est pas le cas là, il y a même encore un tout petit peu d'espace. Je sais pas si vous voyez, la pochette elle est là, il y a de l'espace encore. Et ça c'est plutôt chouette. Alors j'ai une petite image du modèle, je vais vous le mettre juste en dessous de la vidéo. Enfin juste en dessous là. Et de toute façon je mettrai le site de Kabaya en barre d'infos. Bon ok, ça coûte une petite blinde parce que j'en ai pour 80 €. Donc là c'est un peu en velours côtelé. En tout cas pour les 80 balles que j'ai eu, je suis pas trop me plaindre. Et il y a la petite pochette qui est devant, qu'on peut changer. Donc on a, dès que vous achetez le sac, donc vous avez le sac, la pochette et deux pochettes. Donc la pochette de devant on peut la modifier, voilà, on peut les interchanger pardon, avec des boutons à pression tout simplement. C'est que derrière vous voyez, au début je pensais à des stretch, mais en fait c'est des trucs à pression. Et en fait là vous voyez, il y a des lignes en parallèle et en fait vous avez juste à insérer les trucs à pression dans les sangles. Et à mettre les boutons à pression, c'est vachement plus pratique, plus solide. Et en dessous, c'est une espèce de dessous un peu en cuir. Enfin, je crois que c'est faux cuir. Il faudrait que je me renseigne pour tout ce qui est nettoyage. Surtout parce que je pense à la pochette de devant, qu'elle est toute en velours côtelé. Et vu qu'il y a des couleurs claires, comme ça peut être le cas du blanc, en tout cas du couleur beige crème, si par exemple il y a une tache qui est dessus, que je puisse l'enlever. Par exemple, imaginons un pigeon chi dessus, par exemple, sur cette pochette là, comment je la lave. Moi je sais que dans tous les cas j'en ai une devant. Une d'avance pardon. Mais en tout cas pour ce que c'est, je vais pas trop me plaindre. C'était vraiment comme je disais pour mes 30 ans. Je dis autant se faire un vrai gros kiff. De la part de mon frère, des petits gling gling, c'est ceci. Alors en gros c'est le génie de Da Vinci. C'est un, comment dire,
Il y a donc, on peut voir 6 casse-têtes et un petit livret le petit livre des énigmes. Il y a 3 casse-têtes en métal, dont un qui ressemble à ceci, enfin, ça fait une barre en parallèle et un petit truc au milieu. Il y a celui-ci. Alors, et celui-là. Alors, non, il n'a pas été mis démonté. J'ai réussi à le défaire. C'est-à-dire, comme tous les autres, les deux étaient assemblés. Mais là, sans vous expliquer pourquoi, j'ai réussi à le défaire. Et je ne saurais pas vous dire comment j'ai fait. Alors, j'arrive même pas à les remettre ensemble, hein, pour vous dire. Et il y a 3 petits casse-têtes en bois. Il y a celui-ci. Lui, je crois que je commence à comprendre comment l'enlever. Il faut seulement que je trouve potentiellement un truc et astuce pour bien l'enlever. Enfin, j'ai une idée, mais j'ai pas. Je vais tester peut-être plus tard. Il y a celui-ci, un petit carré. Alors là, lui, je crois que c'est. Je dirais pas que c'est comme plus filière parce que l'autre aussi en petit bois, il est compliqué. Et il y en a pardon, en forme de pommes de pin, qui sont vachement tous très bien. Et comme je vous disais, on a donc le petit carnet ici avec des énigmes. Évidemment, il y a la réponse dedans. Et on a également le papier là avec les réponses ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Mon frère, je sais pas si c'est par sadisme ou quoi qui m'a offert ça, je vais pas vous mentir. Mon frère, il y a longtemps que j'ai cherché à le comprendre, tout simplement, mais je crois qu'il voulait que je me casse la tête. Vraiment. Sans le mauvais jeu de mots. Mes parents m'ont fait une carte cadeau de 50 € dans une librairie. Bah, je me suis fait plaisir, tout simplement, dans une librairie du Mans. Je suis allée quasiment aussitôt. Je dis, je voulais pas arrêter valablement, mais j'ai dit, je préfère aller rapidement par peur d'oublier d'y aller, de l'utiliser. Donc je me suis pris 4 livres. En premier temps, c'est celui-ci, Demon Slayer, donc en japonais Kimetsu no Yaiba. Donc c'est un spin-off fait par Ryoji Hirano, d'après de Koyoharu Gutuge. Je sais pas si je prononce Gutuge, je sais pas comment ça se prononce. Donc là, c'est en fait un spin-off sur le pilier de Ryo Gyuto Myoka, qui est là, et le pilier de la flamme Kyojuro Rengoku. En fait, c'est vraiment deux histoires qui ont lieu avant, comment dire, l'histoire principale de Demon Slayer. C'est en fait, par exemple pour Tomioka, c'est une petite aventure, voilà, où il est à la recherche d'un démon. Voilà, et il croise une fille qui veut venger la mort de ses parents. Et il va devoir faire équipe avec Shinobu Kocho, pilier de l'insecte. Donc voilà, en fait c'est vraiment un tiers. Ça c'est celle de Tomioka et c'est celle de Kyojuro. Et pour Kyojuro, alors pour ceux qui connaissent Demon Slayer, en fait c'est que ça se passe avant que Kyojuro devienne pilier de la flamme. Sa famille a été avait le poste du pilier de la flamme depuis des générations et des générations. Et donc le père de Kyojuro, je crois qu'il a, moi ça reste mon interprétation, jamais réussi à faire le deuil de la mort de sa femme, donc la mère de Kyojuro. Et donc il s'est mis à boire, etc. Et donc Kyojuro dit bah moi j'accepte de prendre le poste. Il connaît les conditions, soit tuer 50 démons ou tuer une lune supérieure. Et là en fait c'est son combat contre une lune supérieure, principalement une lune inférieure. Celle qui a la deuxième place de tant que lune inférieure. En tout cas j'ai beaucoup aimé. Peut-être je vous en parlerai dans l'année prochaine, donc en 2024. Parce que franchement un petit spin-off comme ça de temps en temps. Là c'est un spin-off, la série je pense pas, je l'ai pas lu, je regarde que la série. Et j'ai hâte d'ailleurs de voir l'arc de l'entraînement amené par les piliers très prochainement. La malédiction des Dragon's Ball, donc le Thomas, donc le château par Anne Robillard aux éditions Michel Lafon dans leur collection de poche. Voilà, Anne Robillard, je l'ai dit dans la lecture des gels et dans ma chronique sur les chevaliers d'épée, c'est que le premier cas, c'est que c'est des séries qui. La série à rallonge. Les artisans qui les anges, je les ai arrêtés parce que pareil, ça devient surtout les. Je suis désolée de les former comme ça, mais les artisans qui les c'est devenu un vrai bordel. Il y a trop de personnages, des personnes qui sont avec des pouvoirs, de qui, de quoi, comment, pourquoi, on ne sait pas. Enfin, on comprend pas. Vous venez terminer la série, j'ai même au bout d'un moment, quand ça devient un grand fucked up, au bout d'un moment, enfin, j'arrive plus à. Enfin, les artisans qui j'arrive plus à suivre. Je dis, je préfère arrêter le carnage maintenant que de me faire du mal. J'ai déjà donné une chance, plusieurs chances, mais disons, ça va aller, mais pas plus. Pareil, j'ai pas terminé celle d'Alexandre parce que je sais qu'il y a de nouveaux tomes qui sont sortis. Là, je dis, il y a 7 tomes. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Voilà, c'est une série qui est achevée et heureusement. Mais en tout cas, on va bien voir ce que ça va donner.
Je vais vous lire le résumé, ce serait beaucoup plus simple. Perdu dans un brouillard londonien, Samuel Anderson échoue devant les grilles d'un mystérieux manoir. Très vite, il comprend que ce n'est pas un lieu ordinaire. Le feu de cheminée ne s'éteint jamais. Le portail s'éloigne décontent de s'en approcher. Et dans un immense couloir sont alignées 46 étranges portes, toutes fermées à clé. Plus bizarre encore, le manoir est occupé par les ancêtres de Samuel. Pire, ces spectres sont privés de repos à cause d'une malédiction jetée sur leur famille, les Dragonsbolt. À voir, Dragonsbolt, voilà, j'espère que je prononce bien. À voir, ça va être un premier tome, c'est assez court, ce qui fait un peu plus de 300 pages, mais je vous dis, je sais pas ce que ça va vraiment donner. Comme je vous dis, c'est Anne Robillard, c'est grâce à elle si j'aime lire aujourd'hui, autour de la lecture plutôt, j'ai la littérature dans la lecture, mais je sais pas trop si ça va vraiment me plaire, on verra bien. Je me suis pris La Révolution française, Vérités et légendes d'Antoine Boulan chez Perrin. Voilà, pour ceux qui l'ignorent, et je leur dis pour la énième fois, j'adore la Révolution française, je suis passionnée par cette époque-là, même si je m'intéresse à d'autres périodes, bien entendu. En tout cas, ouais, je suis regardé Rayonnage Révolution française, je suis tombée dessus, je dis bah vas-y, tant mieux. Et donc, je vais faire le résumé aussi, lire le résumé parce qu'en effet c'est très complexe. Plus de 2 siècles après son déclenchement, la Révolution française apparaît toujours dans la mémoire collective comme un moment fondateur. La prise de la Bastille, la fête de la Fédération et le coup d'État de Bonaparte figurent ainsi parmi les événements les plus fameux de notre histoire. S'il est incontestable que le phénomène révolutionnaire transforma profondément le paysage politique, économique et social de la France, il n'en est pas moins nécessaire de s'interroger sur ses natures et ses limites. L'objet du présent ouvrage est donc de proposer une nouvelle lecture de cette période à travers les grandes questions qu'elle pose à notre imaginaire. Le processus révolutionnaire était-il inévitable? Louis XVI était-il coupable? La terreur sauva-t-elle la République? La Révolution libérera-t-elle les paysans, les femmes et les esclaves? Détruise-t-elle l'économie et le catholicisme? L'auteur apporte à cette question et à beaucoup d'autres des réponses nuancées loin de la certitude acquise par des partis pris idéologiques. Moi je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'on a tous il y a un peu, je dirais pas une image glorifiée de la Révolution. La Révolution française c'est pas tout blanc tout rose, hein. Il y a vraiment eu des choses assez graves qui ont eu lieu et moi je trouve ça intéressant de dire bah en fait on glorifie la prise de la Bastille, mais en fait quand on regarde plus en détail la journée du 14 juillet, on se rend compte qu'en fait c'est pas forcément ça comme on entend, c'est pas, et ça je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir le traiter dans ce livre. Le dernier livre que je me suis pris ce jour-là, c'est Charette d'Anne Bernett, aux éditions Perrin dans la collection de biographie. J'ai bien un roman sur Charette écrit par Philippe de Villiers, donc qui s'appelle Le roman de Charette. La différence, c'est que le roman de Charette par Philippe de Villiers, c'est un roman très romancé, justement, parce que c'est un récit écrit à la première personne comme un roman, un peu comme celui-là, enfin si je peux dire ça. Voilà, après, où est la limite, où est la limite entre la réalité historique et la fiction pour le roman de Charette, ça, on peut y mettre des doutes. Donc là, c'est vraiment une biographie pure et dure de Charette, et je tombais vraiment dessus. Comme je dis, je regardais pour dans le rayonnage Révolution française, et je suis tombée sur celui-là. Charette, c'est un des grands moments de guerre de Vendée qui a eu lieu de 1793 et 1796. C'est un fameux portrait en pied qui a été peint en 1819. Voilà. En tout cas, c'est une bonne briquette qui est assez badass chez Perrin. Enfin, les biographies en général, c'est pas des petits romans tout fins comme celui-là ou comme celui que je vous ai présenté avant. Mais là, c'est vraiment une biographie pure et dure. Alors, le résumé, il démarre par mars 1793. Est-ce qu'on va être uniquement concentré sur la vie de Charette pendant la période de guerre de Vendée ou toute sa vie de manière générale? Je sais pas. Mais apparemment, le résumé laisse plus à tenter dans ce premier cas. À savoir uniquement pendant la guerre de Vendée. Mais on verra bien ce que ça va donner. Alors mon frère, je sais pas si c'est un sadique ou quoi, mais je crois qu'il a dit un peu, c'est pas un cas surtout de la rigolade, mais que des fois qui peut paraître un peu vrai. Il m'a offert ceci, mes jolis pâtes d'ours anti-froid, donc chez Larousse, et le sweater de Vinci chez Marabout. Au début, j'avais ouvert le paquet comme ça, donc je voyais que c'est un truc anti-froid, je me suis dit, il m'a offert... Alors, ceux-là, c'est moi qui me suis acheté. C'était 4 coffrettes comme ça, je me suis acheté cette année parce que j'en avais, mais j'ai dû les perdre. Donc chez Nature Découverte cette année, donc en 2023, avec ces designs-là. Donc là, il y a 2 sapins, 2 oiseaux, 2 rennes et 2 bonhommes de neige.
En fait, c'est des trucs où vous avez les pastilles derrière. Vous voyez, vous avez fait claquer et ça vous fait. Enfin, ça solidifie le gel qu'il y a dedans. Et ça permet, vous savez, de vous réchauffer les mains. Ceux-là, je les ai eu pour 12 € à Nature Découverte. C'est pas le sujet. Je pensais que mon frère avait offert un truc dans ce genre-là. Mais pas du tout parce qu'on voit très bien que quand on regarde ici, c'est pas tout le cas. Alors, qu'est-ce que c'est? D'abord, il y a ce petit coffret. Enfin, ce petit coffret, non, ce petit livret. Dans celui-là, découvrez 40 astuces lifestyle, quiz et recettes de commandes pour garder le sourire, même sous un froid polaire. Et ça, qu'est-ce que c'est? Alors, ça, c'est. Ah, c'est très grand. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des chaussettes montantes en moumoute. Et là, vous allez voir, antidérapantes. Mon frère a dit, toi qui es frileuse, c'était fait pour toi. Alors, mon frère, des fois, il est. Alors, j'ai de la chance parce que j'ai regardé la taille, la pointure, et c'est du 36-40. Pointure, enfin, sur le carton, c'est marqué pointure 36-40. Donc, pour le coup, tant mieux. J'ai dit à mon frère, t'as prévu pile poil la bonne pointure. Il dit, bah, en fait, c'est toi qui avait. Et en fait, je trouve ça vraiment top parce que c'était vraiment le. Parce que moi je suis du 39. Alors imaginez si ça avait pris les pointures au-dessus 40-42, j'aurais été un peu mal, mais bref. Mais en tout cas, c'est un petit cadeau sympa. Lui qui dit toi t'es frileuse, c'est fait pour toi, tant mieux. C'est qu'il a bien choisi. Mes parents m'ont offert 60 € de voilà d'argent. Parce que je crois que mes parents ils ont préféré donner des sous plutôt qu'un cadeau. Parce qu'ils au moins ils peuvent se faire plaisir eux-mêmes. Oui, je suis encore allée en librairie. Et là j'en ai pour 5 livres. Donc en premier, j'ai pris Cogito de Victor Dixon chez Pocket Jeunesse. Pocket Jeunesse, je peux comprendre qu'il y a c'est vrai que c'est des livres qui sont best-sellers, mais les trucs comme ça par-dessus, je l'ai déjà dit, c'est que je trouve ça dommage de gâcher un peu. Enfin, vous pouvez le noter, ça me dérange pas. Le premier cas, c'est qu'on peut plus les enlever, on peut pas les enlever. Et ça, bon là la couverture ça va, mais des fois ça peut dénaturer la couverture. Bref. Victor Dixon, j'ai lu Vampiria, les 3, et j'ai commencé à lire Vampiria America. Là, faut que je pense à terminer. Et en tout cas, celui-là, je l'avais déjà vu. Et en tout cas, je trouve vraiment bien, c'est que pour le PC, je lui paye un peu moins de 8 €. Et il est illustré. Enfin, il y a des choses pour le décorer un petit peu, on le voit bien. Et je me suis dit, pourquoi pas. Enfin, vous là, vous voyez pas grand-chose, mais en tout cas, je vais vous lire le résumé pour vous en donner à peu près une petite idée. Un don du ciel. Roxane, 18 ans, a plongé dans la délinquance quand ses parents ont perdu leur emploi remplacé par des robots. Sa dernière chance est de décrocher le brevet d'accès aux corporations. Un stage de programmation neuronale, une nouvelle technologie permettant de transformer n'importe quel génie. Ou un pacte avec le diable. Pour les vacances de printemps, Roxane s'envole pour les îles Fortunées, un archipel tropical, futuriste, entièrement dédié au cyber-bachotage. Mais cette méthode expérimentale qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer la substance même de l'esprit humain est-elle vraiment sûre? En offrant son cerveau à la science, Roxane a-t-elle vendu son nom médiable? Je trouve ça intéressant. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Il y en avait un que j'ai commencé à lire, c'est World War Web de Joanna Zahir. Pareil, ce truc-là où aujourd'hui la technologie elle est partout, mais jusqu'où on est prêt à aller pour le développement humain avec la technologie. Je pense que ça traite de ça. Après, je suis peut-être débile, mais on verra bien. Alors, pour cette trilogie-là, j'en ai parlé 1 milliard de fois en live. J'en ai même fait 2 vidéos, je vous les mets dans le petit là-haut. Et j'avais acheté le tome 2 et 3 de cette trilogie en audio. Et en fait, quand je suis retournée, je me suis dit, c'est vrai que en fait, pour vous la faire courte, j'ai dit à ma mère, en fait, j'arrive plus à trouver de livres en librairie. Comme vous pouvez le voir, ça fait des années que j'achète plus de livres. Pour info, depuis le premier confinement, j'ai très grandement, drastiquement réduit mes achats. J'ai déjà énormément de livres que j'ai pas lu dans les bibliothèques, donc là, j'ai un peu aggravé mon cas. Mais je me suis dit, c'est vrai que j'ai acheté les livres en audio. J'ai commencé le deuxième là justement en audio, mais je dis que ce serait bien de l'avoir en format papier pour mieux placer le marque-page. Comme ça, je dis, mais au moins je les ai en format papier pour vraiment dire terminer cette trilogie. Il faut savoir que cette trilogie existe en format intégral et donc j'ai pris le tome. J'aurais pu prendre le format intégral, mais je me dis, j'ai déjà le tome 1 donc je n'avais pas le temps de le réavoir. Et je me suis dit, dans tous les cas, je pourrais mieux voir pour les livres audio où j'en suis en divisant les tomes de chacun de ses côtés. Il s'agit des tomes 2 et 3 de la trilogie des Enfants du désastre, à savoir Couleur de l'incendie et Miroir de nos peines de Pierre Lemaître. Comme vous avez dû voir peut-être dans le petit, je sais pas si vous les avez vus, c'est le premier tome, c'est tout simplement Au revoir là-haut. J'en ai fait 2 vidéos, la chronique
et de l'image, de l'écrit à l'image, donc où je vous parle de différence entre le roman, le film et la BD. Pour Couleur de l'incendie, j'ai vu le film qui est sorti en décembre 2022, qui était vraiment intéressant. J'ai lu la BD. Il faut d'ailleurs que je pense à lire le roman pour vraiment faire un avis. Je pense qu'il est beaucoup plus complet que le film et la BD. Et il y a également Miroir de Nopal qui est vraiment... Ils ont fait cette édition-là au livre de poche avec des photos en noir et blanc. Mon père a lui, je l'ai pris à voir là-haut, il avec une photo en noir et blanc comme ça, où il y a une personne avec un masque, vraiment avec un peu avec les moustaches et tout, avec des sacs dans les mains et tout, c'était vraiment intéressant. Moi, celui-ci, donc Couleur de l'incendie, c'est comme le pour voir là-haut, je l'ai avec l'édition film, c'est-à-dire que j'ai l'affiche du film. Et il y a également au milieu, tout simplement, les images du film, que je trouve vachement bien. Voilà, qui était vachement intéressant. Alors au début, ça me fait un peu bizarre parce que j'avais Amélie Dukens, j'espère que j'ai bien prononcé son nom et tout, qui jouait justement Madeleine Péricourt dans le Au revoir là-haut. Et là, c'est Léa Drucker qui joue Madeleine. Donc ça fait un peu bizarre quand on est habitué à un même visage. Bref. En fait, dans ce roman-là, on est en février 1927, soit 7 ans après les événements d'Au revoir là-haut. Madeleine Péricourt a donc eu un fils, Paul. Évidemment, elle s'est séparée avec son mari, etc. Et donc, Marcel Péricourt, donc le père, décède. Et le jour de ses funérailles, Paul commet un geste. Je ne vous spoil pas grand chose parce que c'est vraiment le tout début du roman. Paul se geste de l'étage ou deuxième étage, je sais plus. Enfin bref, et il tombe sur le sac de son grand-père. Et Paul finit paralysé suite à tout cet accident. Et de fil en aiguille, évidemment, Madeleine a donc reçu et donc l'héritage du père, etc. Madeleine perd tout en son confiance à des proches à elle, tout simplement. Voilà, et puis je pense qu'il y a beaucoup de contexte, parce qu'évidemment, là, il y a eu la crise en 1929, pour ceux qui l'auraient oublié, donc il y a eu des mauvais investissements faits par Madeleine. Je vous développe vraiment le début, hein, il n'y a pas énormément de choses. Hein. Et évidemment, on se retrouve, on va dire, dans un petit logis avec son fils Paul. Et les années passent, on est plus en 1932, donc vraiment dans l'entre-deux-guerres, avec un petit moustachu qui monte au pouvoir en Allemagne. Ça vous donne à peu près un ordre d'idée. Mais en tout cas, moi j'adore la film, j'adore la BD, mais j'ai hâte vraiment d'avoir vraiment plus de détails dans le... En tout cas dans le... dans le roman. Voilà. Je vous en parlais. Voilà, les 3 romans dont je vous parlais. Donc, Au revoir là-haut. Ici, Couloir de l'incendie. Et évidemment, Miroir de nos peines. Là, on termine vraiment clos avec un autre personnage qui apparaît justement dans Au revoir là-haut, qui est Louise. Donc là, on est en avril. Alors, je voulais le résumer, ça ira plus vite. Avril 1940, Louise, 30 ans, couronnue sous le pouvoir du Montparnasse. Pour comprendre la scène tragique qu'elle vient de vivre, elle devra plonger dans la folie d'une période sans équivalent dans l'histoire, où la France tout entière est saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs et les lâches. Et quelques hommes de bonne volonté, il fallait toute la verse et la générosité d'un chroniqueur hors pair des passions françaises pour saisir la grandeur et la décadence du peuple broyé par les circonstances. Puissant du récit, rebondissement, burlesque et tragique, le terme de Pierre Lemaître est ainsi assommé. Donc ça cloue la trilogie des enfants du désastre. J'ai vraiment hâte parce que, comme je disais, il y a 20 ans d'écart entre Au revoir là-haut et Miroir de nos peines. Donc j'ai hâte de voir ce qui est devenu Louise depuis Au revoir là-haut. Ça, c'est vraiment intéressant. Autre livre que je me suis acquis, c'est Prospérer, une virgule point et la phrase sans fin de Laure d'Argelos chez Rivka. Le livre est très beau pour les 18 € que j'ai payé, franchement. Et beaucoup de gens disent oui, c'est cher, mais je trouve que c'est bien donné pour ce que c'est. C'est vraiment une couverture en dur, en hardback. Et puis, vous pouvez voir, il y a des éléments comme ça qui rendent vachement intéressant. Il y a quelques illustrations par-ci par-là qui sont vraiment top. Je vais donc vous lire le résumé. À demi-mot, la petite bourgade sans histoire reposant sur un manuscrit inachevé. Les habitants polissent et réparent les lettres tout au long de l'année. Mais Prosper, une virgule point, qui ne fait jamais rien comme les autres, préfère bichonner ses trompettes à pétales plutôt que faire fleurir l'empire des points et des virgules. Tout bascule un beau matin lorsqu'elle découvre un corps à l'intérieur de sa boutique, accompagné d'Honoré, un citadin passablement exécrable et de son frère champion de plongée littéraire. Prosper va devoir fouiller parmi les secrets les plus enfouis de la capitale pour sauver des minimaux. Et si tout était lié à cette mystérieuse phrase sans fin, laissant le suspens par l'auteur. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte d'être surprise. La couverture fait vraiment très années 60, en tout cas plus années 30, je sais pas trop.
Mais en tout cas, j'ai hâte, je pense que pour le printemps, ça peut être vraiment top. En tout cas, pour l'arrivée des beaux jours, on verra bien. Le dernier livre que je me suis procuré, c'est The Corpse Queen par Heather M. Herman. En édition Castilman dans la collection Phibbs. Évidemment, quand j'ai regardé le prix, parce que évidemment, quand je disais j'avais un budget de 60 €, bon, que ce soit pour les produits que je vous ai présentés, et là, j'ai quand même regardé les prix pour respecter mon budget, mais je suis quand même dépassée à payer un petit plus, on va dire la différence qui manquait. Et quand j'ai regardé les prix, il y avait marqué au-dessus du code barre, je sais pas si vous allez voir, pour public averti, et je trouve que c'est bien. Des fois, il y a certains livres où c'est important de faire la mention. Je pense qu'ils auraient peut-être pu au moins rajouter, genre, écrit part ici dans les premières pages. En tout cas, je voulais le résumer. Alors que sa meilleure amie Kitty vient de mourir dans des circonstances mystérieuses, Molly Green, orpheline de 17 ans, découvre l'existence d'une tante dont elle ne savait rien. Richissime, Ava est disposée à prendre la jeune fille sous son aile, à condition qu'elle soit prête à en payer le prix, car Ava a bâti sa fortune en vendant des dépouilles à des étudiants en médecine. Elle veut que Molly l'aide à se procurer les corps. Or, à Philadelphie, dans les années 1850, une jeune fille non mariée n'a que peu de perspectives. De plus, Molly est bien décidée à remonter la trace de l'étudiant qu'elle pense être l'assassin de Kitty. Elle accepte donc et découvre ce nouveau métier et surtout les leçons d'anatomie du docteur Laval. Si c'est Laval ou Laval, je sais pas, je crois que c'est Laval, qui la font vacciner. Mais à cette époque, aucune femme n'est censée étudier pour devenir chirurgienne. Alors qu'un meurtrier sévit en ville et que la mort de Kitty reste impunie, la poursuite du savoir devient pour Molly une danse mortelle. Si la fille de Poe avait écrit une histoire, ça serait celle-ci. En tout cas, comme je dis, heureusement qu'il y a marqué pour public averti, parce qu'on parle de trucs, voilà, on parle des terrains d'école, etc. J'aime beaucoup parce que il y a un effet calque sur cette page. Et là, comme on peut le voir, sa couverture, il y a un sac avec une pelle et un nœud. Et en fait, le titre, il est marqué sur le couvercle du cercueil, ce qui est plutôt chouette. Mais en tout cas, je pense pour la période automnale, genre vers octobre, ça va être plutôt pas mal. Cette vidéo où je vous présente mes cadeaux de Noël et d'anniversaire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Bon, certes, pour moi, il n'y a pas énormément. Je sais pas comment vous pouvez juger tout ça. Enfin, c'est pour vous, il y a beaucoup, pas beaucoup. Ça dépend de vous. J'espère que ça va permis de vous y donner des idées de lecture ou de cadeaux. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous redécouvrir de nouveaux acquis, que ce soit les cassettes, les chaussettes ou les livres. Mais en tout cas, sur ce, je vous dis donc de bonnes fêtes de fin d'année, surtout de Réveillon Nouvel An. Et je vous dis donc à l'année prochaine. Salut!